La nature est fascinante, elle fabrique tout un tas de molécules biologiques d'une manière extrêmement précise et sophistiquée. Est-ce que c'est pour ça qu'on invoque souvent l'argument du naturel pour vendre des produits dits sains au grand public? Une question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est: la chimie, science moderne née à la fin du XVIIIe siècle, peut-elle faire aussi bien que la nature en termes de fabrication de molécules? Le chimiste peut-il fabriquer les mêmes molécules que la vie? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Blaro, je suis professeur de chimie en classe préparatoire et vulgarisateur scientifique pour la chimie sur YouTube. Si vous êtes nouveau, bienvenue parmi nous et je remarque que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos sans être abonné, donc faites un petit effort, tout ce que vous risquez c'est d'avoir un petit peu plus de connaissances en chimie. Allez, c'est parti, générique. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. La chimie est une science née à la fin du XVIIIe siècle, grâce, entre autres, à Antoine-Laurent de Lavoisier, souvent présenté comme le père de la chimie moderne. Alors, je ne vais pas parler de Lavoisier aujourd'hui, mais clairement, c'est un bonhomme qui mériterait une vidéo pour lui seul, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Bref, fin du XVIIIe siècle, la chimie est née. Juste pour clarifier les choses, de tout temps ou presque, en tout cas depuis que l'univers est suffisamment froid pour qu'il existe des atomes et des molécules, les transformations chimiques existent. Et elles ont lieu en permanence. Donc dire que la chimie est née à la fin du XVIIIe siècle, c'est pas parler des transformations chimiques qui étaient déjà là, c'est parler de l'apparition de cette science et de ces méthodes qui étudient ces transformations. Je voulais clarifier ce point. Cela étant fait, revenons à l'histoire au début du XIXe siècle, peu après l'avènement de cette nouvelle science qui étudie la structure et la transformation de la matière, la chimie. À l'époque, au laboratoire, on savait juste synthétiser quelques assemblages très simples. Mais surtout, on ne savait synthétiser aucune molécule présente dans des organismes vivants. D'où l'idée que la nature a quelque chose de plus que le chimiste, une sorte de super pouvoir qui lui permet de fabriquer les molécules de la vie. Certains appelaient cela la force vitale, et beaucoup de chimistes y croyaient dur. Comme ma bite. Et puis d'autres chimistes n'y croyaient pas, bref, les avis étaient divisés. Cette théorie de la force vitale, très présente à l'époque, est aussi appelée vitalisme. D'ailleurs, quand on y pense, cette croyance, le vitalisme, existe encore de nos jours. Il n'est pas rare de prôner l'appel à la nature pour expliquer que telle ou telle substance naturelle est plus saine qu'une substance dite chimique. Chimique, hein. Bref, je reviendrai en détail là-dessus dans une vidéo dédiée, c'est promis. D'ailleurs, elle est écrite, il n'y a plus qu'à tourner. Mais pour l'instant, retournons à notre histoire. Au XIXe siècle, au fur et à mesure et à force qu'on développe de plus en plus cette belle discipline qu'est la synthèse organique, j'ai envie de dire cet art de la chimie organique, et que l'on fabrique des molécules de plus en plus complexes et qui existent dans la nature, les chimistes prennent bien conscience que l'on peut rejeter cette théorie de la force vitale. En fait, notre incapacité à synthétiser les molécules du monde vivant à l'époque viendrait plutôt du manque de connaissances en chimie plutôt que d'un mystérieux pouvoir du vivant. Donc sur le papier, on peut rejeter la force vitale, mais tout de même, le chimiste est encore bien loin, à des années-lumière même, d'égaler la nature en ce qui concerne la fabrication de molécules. Donc quelque part, on est encore en droit de se demander si la nature, elle n'a pas un avantage, ce petit truc en plus qui fait le vivant. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le donner en un mot. Chiralité. En fait, il y a d'autres raisons, mais pour aujourd'hui, nous allons surtout nous focaliser sur celle-ci et vous allez comprendre pourquoi c'est vital. Pour se développer, la vie utilise un grand nombre de molécules, telles que les acides aminés, les sucres et bien d'autres. La nature a cette particularité qu'elle fabrique beaucoup de molécules de manière dissymétrique. Alors pour comprendre, prenons un exemple. L'exemple d'un acide aminé, celui de l'alanine. Tout autre acide aminé conviendrait, mais c'est juste pour que vous compreniez. Ici, je vous ai donné une représentation à plat de l'alanine. Regardons maintenant sa représentation spatiale. On remarque une particularité très importante en chimie et en biologie, cette molécule est non superposable à son image dans un miroir plan. Alors pourquoi c'est important? Eh bien on y vient. Cette propriété provient de l'environnement particulier de 7 atomes de carbone qui portent 4 substituants différents. Nous, chimistes, appelons un tel carbone, portant 4 substituants différents, un carbone asymétrique. Si vous n'êtes pas trop à l'aise là-dessus, c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de comprendre la suite. Donc cette molécule étant non superposable à son image par un miroir plan, on dit que c'est une molécule chirale. Je suis pas content, j'en ai marre. Non. Pas molécule chirale, molécule chirale. Le terme chiral vient du grec chiros, qui signifie main. En effet, vous pouvez faire le test, essayer de superposer vos mains, vous verrez que ça ne marchera pas, soit le pouce il va pas ici, je peux faire comme ça, mais il faut mettre le dessus sur le dessus, bref. Comprenez que ça ne fonctionne pas, vos mains ne sont pas superposables. Vos pieds non plus ne sont pas superposables d'ailleurs. Bref,
C'est ça que veut dire le mot chiral, non superposable à son image dans un miroir plan. Des objets chiro, vous en côtoyez un paquet. Des chaussures, pas de vis, tire-bouchons, etc. Tout ce qui est en forme d'hélice. Ainsi, l'alanine est une molécule chirale qui peut exister sous deux formes spatiales différentes, images l'une de l'autre dans un miroir plan et non superposables. En chimie, on appelle ces deux formes des énantiomères. Alors, ça vient du grec. Alors, mère, c'est pas ta daronne, hein, c'est juste pour dire partie et énantios opposé. Donc, énantiomère veut dire partie opposée, autrement dit, image. Pas con les grecs. Hein. Pour distinguer les deux énantiomères, on va appeler différemment ces deux molécules. Dans le cas de l'alanine, on les appellera L-alanine et D-alanine. Ce que je viens de vous expliquer n'est pas valable que pour l'alanine, ça l'est pour tous les acides aminés. Pour fabriquer ces acides aminés, la nature utilise des protéines spécialisées appelées enzymes. Ces enzymes, elles-mêmes asymétriques, ne fabriquent que la L-alanine et non la D-alanine. Et là, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais en termes de chimie, réussir à ne former qu'un seul énantiomère, c'est balèze. Et pour nous, chimistes, eh bien, ça force l'humilité. Ah, mère nature, montre-nous donc le chemin pour fabriquer ces molécules. La vie a commencé avec des acides aminés L, on peut dire de configuration gauche, et elle se maintient avec eux. Elle ne pourrait pas le faire avec les acides aminés image de configuration droite D. Ainsi, tous les acides aminés naturels sont gauches, donc ils sont tous de configuration L. A l'inverse, si on prend les sucres naturels, ils sont tous de configuration droite, donc D, et non de configuration L. C'est le cas des sucres que vous consommez et qui vous apportent de l'énergie, comme le glucose, le saccharose, le galactose, le fructose. Bref, vos enzymes ne seraient tout simplement pas capables d'utiliser les sucres image de ceux-ci. Vous voyez que tout ça, c'est très dissymétrique. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi c'est si important? D'un point de vue des propriétés physiques et chimiques, deux énantiomères sont rigoureusement identiques. Sauf si on les introduit dans un milieu qui est lui aussi chiral, c'est-à-dire composé aussi de certaines molécules chirales. Dans ce cas, les deux énantiomères n'interagissent plus de la même manière avec le milieu. Et il se trouve qu'un milieu biologique, c'est justement le milieu chiral par excellence. Parce qu'on l'a vu, des acides aminés, des sucres, etc., qui sont des molécules chirales. La chiralité, c'est donc bien souvent une marque de fabrique des systèmes biologiques, et donc des systèmes vivants. Mais alors pourquoi? Pourquoi deux énantiomères interagissent différemment avec une autre molécule chirale? Et bien pour comprendre ça, je vous propose de faire une analogie très simple. Prenez vos deux pieds. Vos deux pieds sont chiraux et forment un couple d'énantiomères, à moins que vous soyez mal formé bien sûr. Considérons ces deux pieds énantiomères interagissant avec un autre objet chiral, votre chaussure gauche par exemple. Seul votre pied gauche peut rentrer dans votre chaussure gauche, et votre pied droit, lui, n'y arrive pas. On a bien là deux énantiomères, vos pieds, qui interagissent différemment avec une autre entité chirale, votre chaussure gauche. Alors cette chaussure gauche, si on veut généraliser, elle pourrait très bien représenter un récepteur biologique chiral, une enzyme ou toute autre molécule chirale. Et voilà pourquoi deux énantiomères n'interagissent pas de la même manière avec certains récepteurs. Ils n'ont donc pas la même activité biologique. Tout ça pour en arriver là. Cela explique que vos enzymes, molécules chirales, savent travailler avec les acides aminés gauches, mais pas les acides aminés droits, avec les sucres droits, mais pas avec les sucres gauches. Bref, elles travaillent de manière asymétrique. La chiralité, c'est donc un concept vraiment important, et vous allez voir dans la suite à quel point c'est important. Pour information, il y a aussi des récepteurs non chiraux qui reconnaissent la molécule, mais pas sa dissymétrie. Ça, c'est le cas de vos chaussettes, parce qu'effectivement, vous prenez l'une de vos deux chaussettes, vous pouvez mettre votre pied gauche ou votre pied droit dedans. Donc elles sont capables de reconnaître les deux pieds, ce sont donc des récepteurs achiro. Ok, mais alors la synthèse chimique dans tout ça? Eh bien, on va prendre un exemple historique, dramatique pour le coup. Regardez cette molécule, le thalidomide. C'est un principe actif d'un médicament qui fut prescrit dans les années 60 aux femmes enceintes pour soulager les nausées. Hélas, ce même médicament a causé des dommages irréversibles au fœtus. On a alors vu des dizaines de milliers de naissances avec malformation. Ce bien triste scandale pharmaceutique a fait prendre conscience de l'importance de la chiralité dans les effets biologiques des molécules. Vous allez comprendre. Alors est-ce que c'est la même molécule, le thalidomide, qui a eu à la fois cet effet calmant et cet effet tératogène? Eh bien non, le thalidomide est une molécule chirale, car elle aussi, si on la représente dans l'espace, on se rend compte qu'elle peut exister sous forme de deux énantiomères qui sont images dans un miroir plan et non superposables. Ici, on ne les appelle pas L et D, bref, on va les appeler R-thalidomide et S-thalidomide. Donc ce choix de nomenclature, il n'est pas vraiment important ici et ce n'est pas nécessaire de le comprendre ou de le connaître pour ce qui va suivre.
Dans le cas du thalidomide, l'énantiomère R est sédatif, et donc c'était lui le principe actif intéressant, mais l'énantiomère S est tératogène, qui va donc faire ces fameuses malformations sur les fœtus. Dans le médicament, on avait ce que l'on appelle un mélange racémique, c'est-à-dire un mélange de 50% de chaque énantiomère, et donc on avait 50% du médicament qui était OK, et les autres 50% qui étaient extrêmement néfastes. Avec ces dizaines de milliers de naissances avec malformations, ça a provoqué un scandale sanitaire, si bien que le thalidomide a été retiré du marché mondial à partir de 1961. Et nous avons réussi à séparer ces deux énantiomères en 1979. Hop, attendez une seconde, mais alors si on est capable de séparer les deux énantiomères du thalidomide, pourquoi ne pas prescrire uniquement l'énantiomère ayant la bonne activité thérapeutique? C'est sans danger, non? Alors c'est une très bonne idée sur le papier, le problème c'est que dans l'organisme, les deux formes peuvent se convertir l'une en l'autre, et donc on ne peut pas du tout éviter cet effet tératogène, donc dégage le thalidomide. Bon, aujourd'hui, il est toujours interdit pour cette application initiale, mais il est de nouveau utilisé de manière extrêmement contrôlée pour certaines maladies ou pour des essais cliniques. Mais bref, en tout cas, jamais sur des femmes enceintes. Cette tragédie, elle a eu un effet accélérateur important dans la mise en place de normes plus strictes de sécurité sanitaire. Et puis forcément, une prise de conscience hyper importante par rapport à la symétrie des molécules. Prenons un peu de recul sur tout ça. Le message, c'est que la configuration spatiale d'une molécule peut complètement modifier son interaction avec un milieu biologique et donc son activité thérapeutique. C'est d'ailleurs ce qui explique que pour la plupart des principes actifs médicamenteux, aujourd'hui, on prend des molécules chirales. Si les deux énantiomères ont des activités biologiques différentes, il est nécessaire de s'affranchir de la forme non active ou toxique. Prenons quelques exemples. Parmi les antihistaminiques, la terphénadine, aussi connue sous le nom de Teldan, commercialisée sous forme de racémique, c'est-à-dire d'un mélange de deux énantiomères, engendre des effets secondaires, vertige et bouche sèche, tandis que l'énantiomère S pris seul ne produit pas ces désagréments. Donc dans ce cas-là, il est indispensable de ne pouvoir fournir que le bon énantiomère. On trouve bien sûr quelques cas où il n'est pas nécessaire de séparer les énantiomères. On peut prendre l'exemple de l'ibuprofène. Cet anti-inflammatoire ne doit son efficacité qu'à l'énantiomère S. L'énantiomère R est totalement inactif. On pourrait donc se dire qu'il faut garder que le S. Cependant, dans l'organisme, le R-ibuprofène se convertit en S-ibuprofène. Donc on peut très bien prendre le racémique, pas de problème ici. Alors malgré tout, certains ont essayé de faire croire que le S était mieux que le racémique, car ce serait une super molécule, hein, S comme super. Bref, ça c'est du business. Hein. L'hypertenseur nébivolol, quant à lui, c'est un bon exemple de composé pour lequel les deux énantiomères ont des activités pharmacologiques complémentaires. Le plus nébivolol est un bêta-bloquant, le moins nébivolol est un vasodilatateur. Et donc en soulageant l'hypertension par deux principes actifs différents, le racémique est plus efficace que l'un des deux énantiomères pris seul. Allez, on termine avec un dernier exemple, la DOPA. C'est une molécule dont l'énantiomère S, précurseur de la dopamine dans le cerveau, soigne la maladie de Parkinson. En tout cas, permet de traiter et de lutter contre la maladie de Parkinson. Alors que l'autre énantiomère, le R, est un poison. Heureusement, on sait synthétiser uniquement le bon énantiomère. Je peux vous donner d'autres exemples que des médicaments. La forme connue de l'aspartame dans les sodas 0 calories a un pouvoir sucrant environ 150 fois supérieur à celui du sucre. Et si on prend son énantiomère, eh bien, il a un goût non sucré mais amer. Tous ces exemples montrent bien que l'on ne peut pas passer au travers de l'analyse des effets biologiques de deux molécules images. Et que dans certains cas, il nous faut impérativement savoir obtenir l'une sans l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les chimistes savent faire cela. Ils savent obtenir des molécules chirales. En gros, on a deux grands moyens pour y arriver. Option numéro 1, séparer les deux énantiomères d'un mélange. Pour faire cela, il faut à un moment donné les mettre en contact avec une autre structure chirale qui, de la même manière que la chaussure gauche ne laisse rentrer que le pied gauche, n'interagira pas de la même manière avec les deux énantiomères, et ce qui va permettre de les différencier. La deuxième option, ça va être de synthétiser directement l'énantiomère souhaité, c'est ce qu'on appelle la synthèse asymétrique. Dans ce cas aussi, il faut utiliser une molécule chirale, réactif ou catalyseur, appelée auxiliaire chiral, qui ne permettra la formation que de l'énantiomère souhaité. Donc deux options, séparation ou synthèse asymétrique. Dans le cas de la synthèse du S-DOPA, qui permet de lutter contre la maladie de Parkinson, on utilise un catalyseur chiral dans une étape clé de sa synthèse. Donc l'idée à retenir, c'est que de manière générale, pour obtenir une molécule chirale, il nous faut toujours au départ une autre molécule chirale. Mais la grosse question, c'est on va la chercher où cette molécule chirale? Et bah dans la nature, justement. Finalement, fabriquer des molécules chirales, le chimiste y arrive très bien aujourd'hui. Mais avec l'aide de la nature et en s'inspirant d'elle. La chimie et la nature sont complémentaires.
D'ailleurs, aujourd'hui, on n'hésite pas à utiliser directement des enzymes comme catalyseurs pour des réactions au labo. C'est ce qu'on appelle la catalyse enzymatique qui présente aussi plein d'avantages dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. Au passage, pour aller plus loin sur la synthèse asymétrique et la catalyse, je rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur le prix Nobel de chimie 2021, très récent donc, qui récompense l'organocatalyse asymétrique. Je vous mets comme toujours un lien en description si vous avez envie de découvrir de quoi il s'agit. Conclusion. Nous vivons dans un monde chiral, mes amis. La chiralité, c'est une propriété qui existe à toutes les échelles. À très petite échelle, de nombreuses molécules sont chirales. Dans l'essence même de la vie, l'ADN est une grosse molécule chirale, enroulée de façon hélicoïdale, un peu comme un tire-bouchon. Les coquilles d'escargot de toutes les espèces forment une spirale à droite. La rotation des anticyclones se fait dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, dans le sens inverse, dans l'hémisphère sud. C'est chiral tout ça. La chiralité est devenue cruciale pour l'industrie pharmaceutique et la synthèse asymétrique permet maintenant d'obtenir des molécules avec la forme spatiale souhaitée. Une énorme performance pour les chimistes. Le chimiste fait-il mieux que la nature? Parfois non et parfois oui, mais toujours avec l'aide de la nature et en l'observant minutieusement. Je trouve que c'est fantastique et j'en ai pas fini avec ce sujet. Dans une prochaine vidéo qui me tient énormément à cœur et qui arrive bientôt, nous aborderons un sujet en lien direct avec la chimie et la nature. J'espère que vous serez connectés, j'espère que vous serez présents parce que là, ça va envoyer du lourd. On a également fait une vidéo où on parle des odeurs et notamment un petit peu aussi de la chiralité avec La Biologie fait des vidéos, qui est une chaîne YouTube vraiment excellente à laquelle je vous ordonne d'aller vous abonner parce que c'est vraiment excellent ce qu'il propose, c'est du super contenu. Il n'a pas assez d'abonnés par rapport à la qualité du travail, vous allez voir, c'est vraiment très très bien. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de pousser vers le haut, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Ça me motive énormément à continuer. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, je rappelle qu'il y a plein de contenus spécialement pour vous sur ma chaîne secondaire Blablaro au tableau, ainsi que sur mon site internet blablaro-chimie.fr. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Vous pouvez soutenir la chaîne si vous appréciez ce travail sur Tipeee ou Utip. Et pour ceux qui souhaitent me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Quant à moi, je vous dis à bientôt au labo!